Donc dans cette vidéo, je vous propose de traiter le sujet la vérité du désir. Alors je pense que c'est un sujet extrêmement difficile, pas vraiment en soi, mais dans le contexte du concours et des 4 heures en fait de réflexion, je pense que c'est un sujet qui est très difficile à analyser au brouillon et à rapidement dominer, à rapidement maîtriser. Euh, Pourquoi? Parce qu'il contient ce concept extrêmement intimidant de vérité, concept massif de la philosophie, et qu'il est difficile de définir ce concept, de le questionner, de le faire rebondir, de le faire évoluer dans ses différentes définitions. Vous avez déjà le concept de désir que vous maîtrisez bien, que vous allez devoir travailler, et en parallèle ce deuxième concept. Donc voilà, ça c'est je pense la grosse difficulté de ce sujet. Et puis aussi, ce qui est très difficile dans ce sujet, c'est de donner un sens à cette expression, la vérité du désir. Parce que le sujet n'est pas le désir de vérité, beaucoup plus finalement facile à saisir. Le sujet n'est pas le désir et la vérité, sujet beaucoup plus large qui en fait laisse place à beaucoup plus de liberté et d'initiative. Non, le sujet est le désir de vérité, la vérité du désir. Et donc, il faut donner un sens précis à cette expression. Et puis, je crois que la troisième difficulté, c'est que en rapprochant ces deux notions, le sujet peut susciter un très grand nombre de difficultés et de problèmes. Et en fait, il vous faudra en 4 heures en élire, en choisir un seul et assumer le fait que vous n'allez pas traiter les autres problèmes. Voilà. Et la mauvaise copie, c'est vraiment la copie qui chercherait à tout brasser, à brasser toutes les difficultés que pose le rapprochement de ces deux notions et changerait de problème à chaque fois qu'elle change de partie. Il ne faut pas faire ça. Il faut avoir le courage de choisir un problème et d'apporter une réponse à cette question et de structurer une copie cohérente autour de ce problème. Alors évidemment, le problème, il faut qu'il soit intéressant. Donc je me lance dans l'analyse. La vérité du désir. Donc la vérité, c'est un discours, c'est un énoncé qui formule un jugement adéquat, contrairement à l'erreur, à ce qui est. La vérité, c'était la définition que vous avez eue dans votre premier cours de terminale sur la vérité. La vérité, c'est l'adéquation entre l'esprit et les choses. Donc, la vérité du désir, c'est le discours qui nous révèle, premièrement, ce qu'est le désir, sa nature profonde, mais aussi ce qu'il recherche, son objet, par exemple, véritable. Et encore, c'est le discours qui nous révèle pourquoi le désir recherche tel ou tel objet. C'est-à-dire que c'est le discours qui enquête sur les causes et l'origine du désir. Ce discours, il peut prendre plusieurs formes. Il peut se situer au niveau très général, universel, du philosophe, qui s'interroge sur l'essence du désir pour tout homme. Mais ce discours, il peut aussi se situer au niveau du sujet désirant. En effet, ce sujet désirant peut, individuellement, essayer de faire la vérité sur son propre désir et de chercher à comprendre pourquoi il désire ceci plutôt que cela, enquêter sur l'origine et les causes de son désir. Il peut se demander si tel ou tel objet est bien le véritable objet de son désir. Ou encore, il peut se demander pourquoi ou en vue de quoi il désire ceci ou cela. Voilà. Je pense que ce niveau de réflexion, le niveau individuel et subjectif, est prioritaire. Mais, une fois qu'on a dit ça, il faut se méfier d'une dissertation qui vous tend les bras et qui consisterait à répondre, qui chercherait à répondre frontalement à la question posée par la vérité du désir et qui s'engagerait dans la formulation d'une réponse. En effet, la vérité du désir interroge la nature véritable, la cause, l'origine
l'objet véritable du désir. Et donc, on pourrait se croire autorisé, comment dire, appelé, à transformer le sujet en qu'est-ce que désirer, ou pourquoi désire-t-on, ou que désire-t-on véritablement. D'accord ? Et là, vous voyez le danger, vous allez vous mettre à réciter tout votre cours et dire par exemple, eh bien, grand 1, la vérité du désir, l'essence véritable du désir, c'est d'être un manque, c'est d'être attrait pour le désirable, Platon, Aristote, etc. Puis grand 2, dire non, c'est pas ça en réalité la vérité du désir, c'est plutôt d'être une puissance, un conatus, un effort qui se déploie, etc. Et puis, non, en fait, René Girard, dans ces textes nous montrent, et c'est le seul à avoir vu la vérité du désir. Et on voit bien que cette dissertation n'a pas de fin en fait, chacun va dire sa vérité du désir. Et en fait, le problème de cette dissertation, à mon avis, c'est qu'elle serait totalement centrée sur le désir, qu'elle serait très proche de l'exposé, qui enchaînerait, voyez, les conceptions comme ça sur le désir, et qu'elle délaisserait totalement le concept de vérité. Parce que si vous vous engagez comme ça, bille en tête, dans l'exploration de l'essence, de l'objet véritable ou des causes du désir, eh bien, en fait, vous prenez pour acquis le concept de vérité. Et vous ne le questionnez pas réellement. Voilà. Donc, il faut vraiment se méfier de cette dissertation-là. Je suis vraiment formelle et sûre de moi. Autant des fois je vous dis un mauvais problème, bien traité, etc. Et on déploie dans les sous-parties toute sa finesse, toute son ingéniosité, etc. Ça peut passer, ça peut vous emmener à un 14. Là, non, je pense vraiment pas. Je pense que vraiment, c'est la copie piège, c'est le sujet piège, si vous voulez, qui tend comme ça au candidat, en fait, vraiment le piège de la récitation. Voilà. C'est comme, moi, si vous voulez, c'est un peu la question qu'on m'a posée en vous demandant de vous parler pendant 100 heures du désir. On m'a demandé de parcourir avec vous, enfin de chercher à répondre à la question quelle est la vérité du désir. Voilà. Donc vous n'allez pas faire ça en 4 heures, ça n'a pas de sens. Non. Je crois que ce sujet vous demande de vous placer à un niveau plus réflexif vis-à-vis de la vérité et d'interroger vraiment la vérité du désir. Et je pense que ça peut prendre 3 formes. Le sujet peut prendre 3 tournures et il faudrait choisir et absolument pas chercher à tout dire. Première dissertation possible, on pourrait remarquer que cette vérité du désir, elle est comme toutes les vérités, difficile à conquérir ou encore à découvrir. Que le désir est très souvent sujet à l'erreur, au mensonge, à l'ignorance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien souvent, on ignore ce que l'on désire et même pourquoi on désire. Et des expériences comme la déception et le désappointement sont d'ailleurs des occasions de ressentir cette errance, ces erreurs du désir, parce que ces expériences nous montrent, nous font vivre dans notre chair le fait que l'on ait pu se tromper sur nos véritables attentes, qu'on ait pu mal identifier l'objet de notre désir. Et donc, elles nous mettent sur la piste de l'idée que souvent cette vérité du désir est obscure, qu'elle est cachée alors soit dans les tréfonds de notre histoire personnelle, Freud, la psychanalyse, ou dans les structures sociales qui nous dominent et qui nous font désirer à notre insu. On ne sait pas vraiment pourquoi on désire ce qu'on désire, pourquoi on ne se rend pas compte qu'on désire comme un homme blanc, hétérosexuel, ou comme une femme, ou comme un prolétaire, ou encore comme un bourgeois. Voilà. Et donc on pourrait se poser la question suivante, qui serait la première question qui amorcerait la réflexion finalement, le désir n'est-il pas structurellement mensonger?
Alors, structurellement mensonger, oui, parce que le désir n'est pas un objet comme les autres. C'est pas un objet... c'est un objet qui fuit la lumière, qui a tendance à s'obscurcir et à refuser qu'on fasse la vérité sur lui. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un objet dans lequel on est engagé. Hein, on n'est pas dans l'expérience idéale de la connaissance d'un sujet qui fait face à un objet qui lui est extérieur. Le désir, on le vit. Et donc, il faut formuler un discours sur ce qu'on vit. Alors, ce n'est pas seulement le cas du désir, c'est le cas de finalement toutes les expériences du sujet. Bon. Mais ça serait quand même à relever hein, ce point. Et puis, pourquoi est-ce que le désir, la vérité du désir est toujours lacunaire, partielle et difficile à saisir ? Vous voyez, ce que je suis en train de dire, ça pourrait être l'objet de votre première partie, parce que le désir déploie et repose sur les facultés les plus égarantes de l'esprit, l'imagination, les opinions surajoutées. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a tendance à manquer son véritable objet, qu'il a tendance à se trahir lui-même. Ou encore, je continue dans l'analyse, pourquoi est-ce que le désir est structurellement mensonger ou ignorant de lui-même ? C'est parce qu'il fausse l'exercice normal de notre jugement. En effet, Hume, souvenez-vous, nous a dit « la raison est l'esclave des passions ». Et les désirs ont tendance à produire eux-mêmes des jugements de valeur, à recruter des opinions et des croyances susceptibles de le légitimer. Donc, il nous entretient dans une forme d'erreur à son sujet. Et il faudrait insister sur le caractère presque bien sûr, invincible de cette erreur. Voilà. C'est le désir qui a ce pouvoir obscurcissant. Alors bien sûr, dans un second temps, et ce serait la deuxième question, il faudrait se demander s'il est possible de déjouer ce pouvoir obscurcissant du désir. Et si oui, qui le peut ? Ou qu'est-ce qui peut nous révéler, révéler au sujet désirant la vérité de son désir ? Qu'est-ce qui peut permettre au sujet désirant de faire toute la vérité sur son désir ? Alors là, vous avez plusieurs options possibles et ça pourrait être aussi l'objet d'une dialectique. Faut-il qu'il se repose sur ses facultés réflexives ? C'est, je crois, l'option du rationalisme ou encore de l'intellectualisme moral. Et donc là, vous pourriez aller du côté des lumières qu'offre la sagesse. Voilà, les grandes sagesses antiques, par exemple, vont toutes comprendre les errances du désir comme des erreurs de jugement qu'on peut rectifier pour reconduire le désir à sa véritable nature et à son véritable objet. Voilà. Ça peut être aussi Spinoza d'une certaine manière. Mais vous avez aussi une autre option. Dire que peut-être que justement, puisque cette situation d'un sujet qui veut obtenir la vérité d'un désir qui l'habite lui et qui obscurcit ses propres facultés n'est absolument pas idéal, ne faut-il pas passer par le détour d'une conscience tiers, d'une conscience autre, la conscience déchiffreuse du psychanalyste ? Mais vous voyez qu'il nous montrerait que la vérité du désir, c'est pas une essence comme ça idéale, mais elle est cachée dans la psyché du sujet. La conscience déchiffreuse du sociologue, d'accord, qui montrerait que la vérité du désir, elle n'est pas cachée dans une essence idéale, elle n'est pas cachée dans le sujet individuel, mais peut-être dans des structures collectives. Bon. Donc, faut-il faire confiance aux facultés réflexives du sujet pour faire la vérité sur son désir, pour posséder la vérité du désir, passer par le détour d'une conscience tiers, ou encore se fier à quelques expériences décisives de révélation. En effet, on peut penser au rôle que joue
la mort chez René Girard pour surmonter le mensonge romantique du désir. On peut penser au rôle que joue la littérature chez Proust pour révéler au sujet désirant la nature de son désir. Ou encore au rôle que joue la privation, par exemple le dénuement, justement l'absence de désir, la résistance chez Pierre Bezoukov. Souvenez-vous, ce héros de Guerre et Paix qui revient à la vérité de son désir grâce à l'expérience de la prison. Voilà. Alors, cette dissertation serait très classique, mais alors pour le coup, évidemment, c'est pas la dissertation qui prendrait le plus de risques au niveau problématique, mais elle pourrait tout à fait, avec des analyses bien conduites, subtiles, fines, etc., avoir une excellente note. Je ferai confiance à cette problématique-là. Et donc le plan, je pense, c'est celui que j'ai à peu près parcouru. Premièrement, on analyserait la structure de l'erreur, de l'ignorance, du mensonge ou de l'illusion. Tous ces termes seraient quand même bien à travailler et à distinguer, qui semblent être consubstantiels au désir. Et puis dans un second temps, on analyserait les puissances capables de déjouer ce pouvoir obscurcissant du désir. Et là, il y aurait effectivement peut-être une hésitation qui nous ferait produire deux parties différentes. Soit en fait, cette vérité du désir, elle est le fruit, on l'obtient par un travail de dévoilement, alors soit de soi sur soi par la sagesse, soit grâce à un autre, soit elle est l'objet d'une révélation, parce que cette vérité du désir, elle vient de l'extérieur, elle vient du choc de la rencontre avec une expérience radicale, la mort. Souvenez-vous, j'ai pensé à René Girard, mais à la très belle page du prince André qui rencontre Napoléon sur le champ de bataille et qui réalise la vanité de son désir et qui, à ce moment-là, coïncide avec la vérité de son désir. Donc, soit cette vérité du désir, elle surgit à l'occasion d'une révélation, voilà, une expérience de mort imminente, ou encore la littérature, ou encore même la rencontre avec le désirable lui-même. C'est le désirable, si on lui prête réellement attention, qui a le pouvoir de nous ouvrir les yeux, de nous surprendre. Bon, voilà, André Gide, etc. Voilà. Donc, voilà à quoi pourrait ressembler cette première dissertation. Mais je crois qu'il en existe une deuxième de dissertation possible sur ce sujet, qui serait un peu plus radicale et qui se demanderait s'il existe en réalité une vérité du désir. Parce qu'en effet, parler de la vérité du désir, c'est donc poser la question de l'essence du désir, de sa nature, de son objet véritable. Et c'est supposer que le désir peut se tromper, peut ne pas s'accorder avec ce qu'il devrait viser. Et c'est en ce sens qu'on fait la distinction entre de vrais désirs et de faux désirs. Vous voyez qu'on introduit ce critère de la vérité au cœur du désir. Le faux désir, c'est le désir qui trahit une mécompréhension de ce que veut le désir. C'est pas un désir incohérent au sens logique du terme, mais c'est un désir qui ne concorde pas, qui ne coïncide pas avec ce que veut réellement le désir. Le vrai désir, au contraire, est en accord avec ce qui est objectivement désirable. Mais on voit tout de suite la difficulté, et vous pressentez la question que je vais poser. Cela suppose qu'il existe de l'objectivement désirable. Cela suppose qu'il existe une essence, une nature du désir. Or, on peut poser ces deux questions-là, on peut soulever ces deux objections-là. Y a-t-il vraiment une désirabilité de l'objet qui précède le désir lui-même? Car si c'est le désir qui crée la valeur de ce qu'il désire, n'est-il pas à lui-même sa propre vérité? Et c'est une manière de dire que finalement le désir est par-delà
non seulement bien et mal, mais vrai et faux, et par-delà vérité et erreur. D'autre part, ce qu'on appelle... Excusez-moi, mon écran est devenu tout noir. D'autre part, ce qu'on appelle nature du désir, essence du désir, n'est-elle pas, hein, cette essence du désir, une pure construction sociale ou encore le résultat de processus de valorisation collective? Voilà. Et donc là, la copie s'acheminerait vers une question plus radicale qui interrogerait la légitimité même de cette expression. Le droit qu'on aurait à appliquer cette notion de vérité au désir. Parce que très souvent, celui qui prétend dire la vérité du désir, eh bien, ne fait que dire la vérité de son désir et imposer la norme de son désir à tous. Voilà. Donc, je pense que cette copie pourrait donc être intéressante parce qu'elle est plus radicale concernant la notion de vérité, et puis parce qu'elle pourrait nous être l'occasion de repenser la nature de la vérité, la définition de la vérité. Vous voyez, si dans une première partie, vous dites que la vérité du désir, c'est de coïncider avec le désirable. Le vrai désir, c'est celui qui coïncide avec le désirable, compris comme une qualité intrinsèque du désir. Et vous comprenez l'errance ou l'erreur du désir comme une erreur de jugement qui peut être corrigée par le travail de la raison. Bon, vous pouvez prendre n'importe quelle sagesse, Platon, les stoïciens ou encore Épicure, et vous allez pouvoir démontrer ça. Eh bien, en fait, dans cette première partie, vous allez fonctionner avec un concept de vérité compris comme correspondance, comme accord entre ce que le désir vise et la réalité plus ou moins désirable. Bon. Mais si vous en venez dans une deuxième partie à remettre en question, à partir de l'analyse de la structure du désir, remettre en question l'idée qu'il y a du désirable en soi. Si dans une seconde partie, vous allez critiquer finalement la prétention à établir la vérité du désir, compris comme une essence ou encore un objet réellement désirable, eh bien, vous allez pouvoir peut-être redéfinir le concept de vérité et montrer que si ce qu'on appelle nature du désir eh bien, n'est qu'une construction sociale, alors ce qu'on appelle vérité du désir n'est que la normalité partagée, n'est que le consensus ambiant, n'est que la moyenne de ce que les gens désirent. Et donc là, en fait, vous n'allez pas totalement abandonner le concept de vérité, mais vous allez le repenser comme accord des esprits. Et il existe ce concept-là de vérité. Voyez ? Comme en science, on nomme vérité eh bien, l'accord des esprits, on nommerait finalement vérité du désir eh bien, l'accord des désirs. Et finalement désirable, la moyenne de ce que les gens désirent. Bon, alors, on voit que ça va être délicat de s'en tenir à cette position-là. Parce que, bien sûr qu'on pense le désir comme un processus subjectif, etc. Mais on voit bien ce que cette réponse aura de délicat pour le désir. Il y a un risque important que ce qu'on nomme finalement accord des désirs ne soit qu'une manière pour les désirs de tous de s'aligner, ne soit qu'une manière pour les désirs de tous de s'aligner sur les désirs de quelques-uns, sur des désirs maîtres. Et on voit bien que l'individu, le sociologue qui est capable de dévoiler l'existence de ces désirs maîtres,
est capable de critiquer cet étalon-là de mesure du désir. Donc c'est bien en fonction d'un autre étalon de mesure. Mais lequel? Si la vérité du désir ne doit pas être pensée comme correspondance avec ce qui est désirable, si elle ne peut pas seulement être pensée comme accord des désirs entre eux, comment faut-il penser la vérité du désir? D'accord? Eh bien, si on renonce, voyez, à l'idée qu'il y aurait une vérité du désir, compris comme la première partie, eh bien, je crois qu'il nous reste une dernière option. En effet, si le désir est le moteur même de l'existence, si c'est cet effort qui habite chaque existant, le désir est à la recherche d'une vérité qui soit la sienne. Et il ne supporte pas que quiconque s'arroge le droit de lui dire ses 4 vérités ou de lui dicter sa vérité. Si le désir est, comme on l'a dit en 2, un processus subjectif, oui, effectivement, qui s'enracine dans le sujet, il doit permettre un processus de subjectivation. Il doit nous permettre de devenir sujet et de s'approprier justement de manière personnelle eh bien, ces normes collectives. Moi, j'imaginerais très bien une troisième partie kierkegaardienne. Parce que Kierkegaard est un grand penseur justement de la vérité. Et concernant le désir, excusez-moi, on peut se demander si concernant le désir, l'existant recherche véritablement, réellement, ce que Kierkegaard appelle une vérité objective. Ce que l'existant recherche, c'est un rapport subjectif à la vérité. Dans son effort justement pour exister, c'est-à-dire pour être lui-même, pour s'individuer subjectivement, il cherche un rapport subjectif à la vérité. C'est ça que le désir cherche. Il n'en a rien à faire des discours généraux sur le véritable objet du désir, etc. D'accord ? Alors, pour Kierkegaard, attention, ça ne veut pas dire qu'on cherche une vérité relative, du genre chacun son désirable. Non, on cherche une vérité sur laquelle on puisse fonder sa vie. On cherche une vérité qui ne reste pas un objet extérieur à nous-mêmes, mais, je cite Kierkegaard, qui tienne aux plus profondes racines de notre vie. Et donc, on cherche une vérité qui nous permette, une vérité subjective, qui nous permette de nous constituer en sujet singulier, de devenir nous-mêmes. Et donc, ce que Kierkegaard va montrer à travers les différents stades de l'existence, c'est que cette vérité du désir qui nous conduit à devenir nous-mêmes, c'est pas une vérité à retrouver, c'est pas une vérité comme dans la psychanalyse qui est enfouie en nous et qu'il s'agit de déterrer, c'est pas une vérité passée. Non, c'est une vérité, pas une vérité qui préexiste et qu'il faut découvrir, mais c'est une vérité à inventer au fur et à mesure que l'existant s'invente. Et qui passera par des moments décisifs, comme des décisions, un engagement pour le désir. Hein. C'est ça qui va retirer au désir justement sa part d'artifice, d'impersonnalité. Hein. C'est cet engagement, cette décision que je prends de le suivre. Voilà. Alors, ce qui me paraît intéressant avec Kierkegaard, c'est que la vérité du désir, ce n'est ni l'adéquation avec un désirable idéal, première partie, ce n'est pas la manière de s'aligner avec ce que la masse désire en moyenne, deuxième partie. Non, l'étalon de mesure de la vérité se trouve bien dans le sujet, dans l'existant lui-même,
Et donc, le vrai désir, c'est celui qui me permet de devenir un sujet singulier, consistant, en prise avec le réel. Voilà. Alors, on pourrait tout à fait mener cette analyse-là avec Lacan, hein, qui nous dit aussi qu'il ne faut pas céder sur son désir. Peut-être faire la vérité sur son désir, eh bien, c'est coïncider avec son sillon, hein, singulier. Bon, sauf que Lacan, c'est plus une vérité à retrouver qu'une vérité à inventer, comme chez Kierkegaard. Donc voilà comment je traiterai cette deuxième dissertation. Alors, il y a encore une troisième dissertation possible. J'ai reçu une dissertation qui avait choisi cette voie-là. Pourquoi pas? Alors, je vous restitue le raisonnement de l'élève. La vérité du désir, l'élève ne l'a pas entendue comme nous, ne l'a pas entendue comme la vérité au sujet du désir, mais plutôt comme la vérité... Excusez-moi, ça crie un peu derrière moi. Donc l'élève ne l'a pas entendu comme la vérité donc au sujet du désir, concernant le désir, mais comme la vérité du désir, c'est la vérité qui appartient au désir, la vérité que le désir me permet d'atteindre. Voilà. Et donc là, effectivement, ça pourrait déboucher sur une dissertation très très différente qui interrogerait les prétentions du désir à nous faire accéder à la vérité. Voilà. Et qui se demanderait si finalement, eh bien, alors ces prétentions sont-elles nulles, sont-elles légitimes, et on pourrait retomber finalement sur des analyses qu'on a déjà faites ensemble. Hein. N'y a-t-il pas finalement dans tout désir un désir de vérité? Voilà, et on pourrait retrouver les belles analyses de Platon, hein, le désir du beau par exemple, comme philosophie du pauvre. Bon, bon je ne traite pas ce sujet. Cette dissertation, mais je pense qu'on pourrait tout à fait avoir une bonne note avec si c'était bien conduit. Voilà, si c'était bien conduit. Et je vous renvoie au désir de vérité, du coup, qu'on avait traité ensemble. Mais si vous choisissiez ce traitement-là du sujet, il fallait vraiment bien expliquer en introduction la manière dont vous entendiez la formule dans votre oreille pour que le correcteur soit convaincu. Voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet. Et si vous voulez qu'on revienne en détail sur les différentes parties, sous-parties, je ne vais pas produire un corrigé exhaustif, mais on peut en discuter ensemble si vous voulez sur Teams par exemple.